Alors, bienvenue, bonsoir, bienvenue au MT Lab. Le MT Lab est un incubateur accélérateur spécialisé en tourisme, culture et divertissement. Notre rôle, notre mission, c'est de susciter l'innovation et l'entrepreneuriat dans ces domaines, tourisme, culture et divertissement. On est porté par des grands partenaires en tourisme, l'Aéroport de Montréal, Air Canada, Transat, le Musée de la civilisation en culture, la CEPAC ou même des régions, Montmorency, de Tourisme Montréal. Donc, on est vraiment backé par des grands partenaires. Le but étant d'amener des entrepreneurs avec leurs innovations à les faire rentrer dans le monde du tourisme. Le tourisme étant traversé par l'innovation. Souvent, on pense à des Airbnb de ce monde ou des Booking, mais souvent, quand même, ils sont réfractaires à l'innovation. Donc, notre rôle, nous, c'est d'amener toutes ces petites innovations que vous avez sûrement. Et notre rôle, c'est de trouver la traduction. Peut-être que vous vous dites, mais oui, moi, je ne fais pas d'hôtel, mais ça se peut que votre solution marche pour un hôtel. Peut-être que vous avez pensé que ça peut marcher dans le monde de la manufacture ou dans l'aérospatiale, mais vous seriez surpris comment que le monde du tourisme couvre un très grand champ qui va du data aux ressources humaines en passant par l'expérientiel et le numérique. Et oui, des choses comme ChatGPT pourraient avoir un impact en tourisme, mais c'est peut-être que vous qui avez la solution. Alors, mais ce soir, je laisse la place à 3 grandes personnes qui vont vous parler de entreprendre au féminin et je vais leur laisser se présenter et je vais commencer par Jessica parce que je crois que vous êtes venus ici pour Jessica, José et pour boire, Isabelle. C'est pour boire, effectivement. On a acheté des bonnes bouteilles d'ailleurs. On se demande de qui on s'est inspiré. Alors, Jessica, présente-toi un petit 3-4 minutes. Premièrement, bonsoir. Merci d'être venu en si grand nombre. C'est comme un rêve. Là. Je trouve ça vraiment beau. Donc, moi, j'arrive tout juste du Danemark. Je suis une professionnelle du coude, comme on dit. Donc, je suis tombée dans le vin quand j'avais 7 ans. J'ai toujours été passionnée de vin, mais je ne bois pas beaucoup. Donc, c'est parce que j'entends pas ou je décide de pas entendre que j'ai un bon palais. Fait que je dis toujours que c'est nos défauts qui font nos plus grandes qualités. Et quand on sait miser sur nos forces, on s'en va dans notre passion. Alors, c'est ma passion. Je travaille dans le vin. J'ai créé la ligne de vin bu. J'étais acheteur de grands vins à la SAQ. Donc, c'est pas des vins pour dépanner. C'est parce que tu as 400 points de vente SAQ, 400 agences SAQ, ça fait 800 points de vente. Puis, si vous calculez, vous avez entre 12 et 18 000 points de vente dépanneurs, épicerie, Costco. Donc, faites le calcul. Hein? Moi, j'ai une maman, j'ai un enfant, j'aime le vin, mais souvent, j'ai pas une SAQ près de chez moi. Donc, c'est tout simplement ce que j'ai fait. Alors, je suis sommelière de profession et une grande passionnée du vin. Donc, c'est moi qui sonne, ça doit être moi. Là. C'est clair que c'est moi qui sonne. Je me mets, bon, regarde, c'est parking, Jess. Je m'étais... Je sais pas où mon auto. Donc, c'est vraiment passion, entrepreneuriat. J'ai tombé là-dedans tout jeune. Mes parents sont des 2 entrepreneurs, dont un papa prof. Fait que ce que ça donne, c'est un mix de tout ça. Think out of the box, puis s'amuser dans ce qu'on fait. Alors voilà. Merci beaucoup, Jessica. Alors, je vais passer à Isabelle, parce qu'une entrepreneur aguerrie, une entrepreneur qui commence, et on est très fiers que tu nous as choisi au MT Lab de passer par... Donc, on a une entrepreneur qui a démarré il y a 3 ans déjà, je pense, et là, qui a créé une belle entreprise, Happy Hotel. Alors, Isabelle, présente-toi. Ben bonsoir, merci à tout le monde. Je viens pas du Danemark, je viens de Laval. Donc, un peu moins de jet lag pour moi, mais ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci d'être venu. Je suis une passionnée, moi aussi, pas de vin, même si j'aime le vin, mais une passionnée du tourisme en général. J'ai travaillé en restauration puis en hôtellerie pendant plusieurs années. En 2018, je suis retournée aux études, puis c'est là que mon projet d'affaires est sorti pendant un cours à l'école. Donc, c'était un projet scolaire qui a fait en sorte que j'ai découvert le MT Lab. J'ai découvert une start-up qui s'appelle Horizon. Lionel qui est je sais pas où. Lionel qui est là. Donc, juste histoire courte, on a fait un premier prototype de formation automatisée avec la réalité augmentée. Et de là, c'était une opportunité d'affaires. On m'a mené vers le MT Lab où j'ai fait partie de la 4e cohorte. Et aujourd'hui, en fait, je suis en train de fusionner avec Horizon. Donc, Happy Hotel et Horizon deviennent Happy Horizon. On allie nos forces. Parce que c'est pas facile d'être tout seul entrepreneur, femme, peut-être homme, je ne sais pas, je suis pas dans leurs souliers, mais de s'allier avec un homme comme Lionel, c'est une force en ce moment. Donc, je peux arrêter là, parce que de toute façon, on va en parler un peu plus tard. Merci beaucoup, Isabelle. Et
Merci Isabelle. Et maintenant, et je passe en troisième à José, parce que José vient de Startup Montréal et comme en tant que parapluie, donc une vision globale, 360 de l'écosystème montréalais. On est bien content, José. Présente un peu Startup Montréal. Bien, bonjour tout le monde. Un gros merci d'être ici ce soir avec nous. Donc moi, José Desjardins, je suis gestionnaire de projet en entrepreneuriat féminin chez Startup Montréal. Chez Startup Montréal, comme Martin le disait, on est vraiment plus comme un organisme parapluie. Donc on travaille vraiment autant avec tous les accélérateurs, incubateurs, tous les acteurs de l'écosystème, les financiers, les universités et autres, mais aussi avec les entrepreneurs. Donc on a différents services pour les entrepreneurs, que ce soit un service de bourse, des programmes pour les femmes au démarrage, un service de conciergerie pour orienter les entrepreneurs qui arrivent dans l'écosystème start-up vers les bonnes ressources. Et on travaille aussi donc avec les accélérateurs, les incubateurs pour faire rayonner l'écosystème start-up à Montréal, localement, mais aussi internationalement. Donc, on met sur pied des initiatives aussi pour tout ça. Donc, moi, j'opère un programme fondatrice qui aide les femmes à passer de l'idée à l'action. D'ailleurs, on lance notre prochaine cohorte la semaine prochaine. Puis, c'est ça. Puis, j'essaie de mettre sur pied d'autres initiatives comme une communauté de pratiques pour les femmes entrepreneurs ou autres. Donc, merci beaucoup, José. Je saute au bon une cohorte pour passer de l'idée à l'action. Et donc, le thème de la journée, est-ce qu'on peut passer de l'idée à l'action? Est-ce qu'on peut être une entrepreneur? Est-ce que le faire au féminin, est-ce que ça amène une différence? Et donc, je vais vous poser des questions, puis on va partir une discussion là-dessus, mais je commencerai quand même en me disant, est-ce qu'il existe une manière féminine d'être entrepreneur? Jessica, je commence par toi parce que je pense que moi, j'utilise pas le mot ni féminin ni masculin. J'utilise le mot humain. Je trouve que ça rend ça beaucoup plus facile parce que c'est très facile de dire c'est parce que j'étais trop petit, j'étais trop ci, j'étais trop ça, puis on le comprend, on comprend la game dans laquelle on est. Mais si t'es à ta place, moi je me dis, regarde, t'es un humain, let's go, trouve la bonne clé pour ouvrir la porte. C'est ma façon de voir les choses. Et Isabelle, quand on s'en est parlé aussi avant, être humain, mais aussi, tu t'associes avec un homme, donc tu peux commencer à voir des différences peut-être. Et on parlait ensemble que peut-être que les femmes vont s'intéresser peut-être à plus la cause plutôt que les hommes. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Oui, je peux. Donc, en fait, moi, je pense que toi aussi, tu pourrais élaborer là-dessus. Donc, moi, tout ce qui m'a inspiré pour l'entreprise, c'est vraiment de faire partie de la solution pour aider l'industrie touristique face à la pénurie de main-d'œuvre généralisée qu'on vit. C'est une cause, c'est d'avoir un impact sur la société aussi, puis sur les conditions de travail, sur les conditions en tant que visiteur, que touriste. Ce que je pourrais dire, c'est que c'est plus grand que nous, mais avec l'accompagnement qui est très important, j'ai appris que sans les ressources financières, fait qu'il faut penser à l'argent aussi, on a moins d'impact. Donc, c'est pas juste la cause qui doit alimenter notre vision puis notre passion tous les jours. Là. Donc, mais j'entends donc pas nécessairement qu'une manière vraiment femme, humain, oui peut-être femme, mais on a quand même un entrepreneur au féminin, en fait plutôt une cohorte féminin. Peux-tu m'expliquer alors pourquoi qu'on en fait pour les femmes spécifiquement? Qu'est-ce que vous avez vu, que vous voyez, qui fait qu'il faut effectivement s'attarder à penser ou à aider différemment les femmes? Mais tout d'abord, il y a encore trop peu de femmes entrepreneurs à Montréal. On est à peine à 15% de femmes entrepreneurs. Donc, il faut augmenter ce bassin-là. Alors, il faut leur donner des ressources pour les encourager à se lancer. Je dirais pas que ça se fait différemment. Je dirais que pour avoir parlé à différentes entrepreneurs, je pense qu'elles attendent souvent plus d'avoir la recette parfaite avant de se lancer. Donc, il faut leur montrer. En fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est leur donner des outils pour leur montrer qu'il y a façon de passer par-dessus les différents obstacles qui pourraient se présenter devant eux, puis qu'il faut se lancer parce que si on se lance pas, on ne le saura jamais si ça va fonctionner ou pas. Donc, au fond, un manque en nombre de femmes entrepreneurs. Donc, au fond, c'est numérique. On devrait être 50-50. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Tu réagissais au moins à la cause. Est-ce que tu penses tu laisses sous-entendre que les femmes s'attardent peut-être trop à quelque chose, d'attendre que le projet soit
très, très bien placées avant de se lancer. Est-ce que c'est ce que tu constates? Est-ce que c'est ce que tu as vécu, qu'il y a une manière, une forme d'attente qui fait que ça pourrait diminuer le nombre de femmes entrepreneurs? Ça se peut. Moi, j'ai pas la même expérience, puis je trouve ça vraiment intéressant. J'étais en mode écoute, hein, je connais pas ça. Moi, je pense juste que j'ai eu la chance d'être bien coachée, bien entourée. Je pense que c'est une question d'éducation, un mindset. Fait qu'on est mindé plus jeune. Je vous parle comme ma grand-mère a pogné un bon mari parce que c'était une business familiale. T'sais, on était obligé de fournir parce que c'était ça. Fait que ma grand-mère, elle faisait des petits puis elle gérait ça. Fait que, après ça, ma mère, elle était entrepreneur puis elle a choisi mon père qui était 2 flyés. Fait qu'ils sont encore ensemble aujourd'hui sans avoir jamais été un couple. Fait que moi, je viens vraiment d'une famille atypique. Donc, je pense plus que c'est une question d'éducation et de cash, de power. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Là, je m'entoure de femmes d'affaires. Mais en fait, on attire qui on est, mais qui me parlent d'investir. Hey, Jess, fais un move, viens mettre ton cash ici. Tandis que mon ancien mari, qui est mon grand ami aujourd'hui, c'est sans relâche, ça. Des possibilités là, d'avancement avec son réseau, il y en a plein. Tandis que moi, qui connais quand même beaucoup de monde, j'en ai pas tant. Comment ça? Fait que je pense que c'est l'éducation, power, argent. Et là, dans ce 15 %-là, on va monter rapidement en se tenant ensemble puis en montant. Est-ce que ça laisse entendre que peut-être que les hommes sont plus prompts à penser à l'argent, à la puissance, au pouvoir? C'est qu'ils sont au pouvoir. En fait, le modèle, le système dans lequel on est était plus enclin à ce que l'homme travaille. Donc, je veux dire, c'est une question d'équilibre. Donc, c'est en train de changer aujourd'hui, tout simplement. Et dans le monde de l'investissement, on a des statistiques qui le montrent aussi. Les VC, c'est quoi le pourcentage? C'est un peu au-dessus de 2 % du financement de capital de risque qui est attribué à des femmes, à des entrepreneurs femmes. Donc, faites la mathématique, c'est les hommes qui reçoivent la majorité. Donc, eh bien, Isabelle, toi, tu débutes, peut-être tu n'avais pas cette vision-là, mais de dire qu'il y avait un frein ou pas, mais est-ce que tu rencontres des difficultés en tant qu'entrepreneur femme à rentrer sur le marché, à rencontrer des clients Premièrement, juste pour mettre en contexte, c'est pas dans mon éducation, là, j'étais pas née ou formée toute jeune à devenir entrepreneur. Ça s'est fait pendant mon parcours scolaire en 2018. Ça s'est fait par une opportunité. J'aurais jamais cru que je serais ici là aujourd'hui avec vous là, puis faut juste s'ouvrir aux opportunités puis de pas se fermer. Mais sinon, pour répondre à la question, Martin, je vois que parfois, oui, il peut y avoir certaines appréhensions, mais je pense pas que c'est le fait d'être une femme. Je pense qu'on est une start-up, on est jeune, on est une jeune entreprise, fait que c'est de faire la crédibilité, la réputation et tout ça. Si parfois on peut sentir qu'il y a peut-être un problème parce qu'on est une femme, ben là c'est pour ça que Lionel est là aujourd'hui maintenant. C'est qu'il y a cette facilité-là aussi. Quand tu cliques moins avec un autre humain, ben il y a un autre profil qui va peut-être mieux fitter. Mais je pense pas que c'est nécessairement juste parce que je suis une femme. Là. On parlait de rapport peut-être au pouvoir ou à l'argent peut-être. Est-ce que c'est ce que tu ressens? Est-ce qu'il y avait une division qui se fait naturellement entre les deux fondateurs dans votre équipe? Non, moi je sens pas ça. Pas du tout. Non. Je me dis, alors, si on dit que ça vient de l'éducation, donc ça veut dire que peut-être on semble moins éduquer les jeunes filles à vouloir embarquer, mais alors, d'où viendrait l'inspiration? Parce qu'il y en a des femmes, il y en a beaucoup, peut-être en nombre, peut-être pas en pourcentage, mais il y en a quand même beaucoup. D'où viendrait l'inspiration d'une entrepreneur? Puis comment ça s'exprime, alors, aujourd'hui? Tu laisses sous-entendre qu'au fond, tout est possible. Moi, je pense que c'est le message qu'on doit avoir. Mais ça s'exprime comment, aujourd'hui, pour une femme partir en entreprise? Surtout post-pandémie. Je vous lance une colle quand même parce que nous, ce qu'on perçoit, je peux partir au moins de MT Lab. MT Lab, on avait un très bon ratio 50-50 dans les entrepreneurs avant la pandémie. Et post-pandémie, ça a beaucoup, beaucoup baissé. Je pense qu'aussi, mais en tourisme, c'est plutôt un skew, c'est plus femmes déjà en partant. En entrepreneuriat, on est à 50-50. Nous, dans notre équipe, on est pas mal beaucoup plus de femmes que d'hommes aussi. Puis on a vu moins de femmes post-pandémie. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est passé durant la pandémie qui fait que les femmes étaient occupées à autre chose ou préoccupés par quelque chose, puis moins peut-être les hommes, ou alors peut-être que les entreprises d'hommes étaient financées, qui ont pu traverser. Je lance l'hypothèse. Josée, est-ce que tu vois des choses dans tes cohortes? Qu'est-ce que tu vois post-pandémie, qu'est-ce que tu vois? Ben moi, je vois beaucoup de femmes avec justement ça leur a donné le temps de peaufiner leur idée, puis aussi
En fait, moi, j'ai vu beaucoup de femmes se lancer aussi. C'est sûr que les statistiques, on est encore très bas, mais beaucoup de projets intéressants. C'est ça. Je pense que certaines elles ont pris une pause de leur emploi pour se lancer dans l'entrepreneuriat avec une idée qu'elles avaient depuis un certain temps aussi. Donc, tu aurais bien l'idée de prendre son temps encore un tout de suite? Peut-être c'est ça, toujours. OK. Ça, je dis rien, mais peut-être la peur du risque. Peut-être qu'elle est plus forte chez la femme que l'homme. Là, mais il y aurait une aversion au risque plus grande? C'est ce que, Jessica, tu vois ça autour de toi? Il y a un criquet dans un micro. En fait, moi, je peux pas parler pour toutes les femmes, mais j'en coach quelques-unes. Puis là, je réfléchis vite. Je vais en prendre 3 pendant la pandémie. Mais il y en a une qui a fait quelque chose pendant la pandémie et est devenue enceinte. Donc, ça, c'est une super belle business. Je l'adore. Elle a même pensé de ne pas garder le bébé. Donc, on en a discuté longuement. Moi, je pense que, tu sais, il faut suivre son cœur puis il faut s'adapter. Donc, elle va garder le bébé. Je m'en vais en Guadeloupe à son beau mariage. Donc, c'est juste pour montrer ça. Mais ça peut être un frein ou quelque chose à dealer. Tu sais, moi, j'avais une bédaine grosse de même, puis jusqu'à mes 2 semaines, jusqu'à temps que personne n'était là pour me remplacer quand j'étais à SAQ, puis je travaillais pour le gouvernement. Fait que j'ai vu que quand tu as un gros poste très important, c'est moins facile. Fait que ça, c'est un frein. Le deuxième, c'est une femme exceptionnelle, mais elle fait plus de bénévolat que d'investir dans sa compagnie. Donc, quand je lui ai demandé le ratio d'heures, c'est genre 5 heures à faire son développement d'affaires, puis 20 heures en bénévolat. Ça peut pas fitter, là. Tu sais, fait que mathématiquement, c'est la priorisation. Hein? Prioriser, discipliner, puis il est où le cash? Qu'est-ce que tu aimes faire pour le plus grand nombre de cash possible pour pouvoir faire tes projets? L'argent n'est pas une fin en soi, c'est un outil pour t'élever. Mais si tu n'en as pas, c'est bien beau avoir des rêves, tu n'iras pas loin. Point. Puis la troisième personne, en fait, elle vient de se divorcer. Puis elle m'a dit tous ses ratios d'argent. Moi, j'avais pas l'argent quand je me suis divorcée pour avoir un avocat. Je suis partie avec mes 2 valises. Puis j'ai fait exactement ce que mon mari faisait. Mon mari faisait au moins 3-4 fois mon salaire. Ben lui, il avait fait son MBA. Après ça, il est allé faire son doctorat. Après ça, c'est pas mon père. Quand je suis partie, là, j'ai laissé ce que je voulais pas. J'ai gardé ce que je voulais. Je choisis un père merveilleux. Mais j'ai compris qu'est-ce qu'il avait fait. Puis moi, je suis un pourvoyeur dans la vie, au même titre que lui. Il n'a pas à me payer. Ma fille, elle va être millionnaire, tu comprends? J'ai choisi un bon partenaire, je suis capable d'aller chercher l'argent que j'ai besoin, puis je suis allée faire mon MBA, j'ai poché tous les cours dans les chiffres, lui c'est un actuaire, pour comprendre que j'avais de la dyslexie. Fait que, osez faire ce que les autres font, que vous autres, hein, ça vous tenterait peut-être pas de faire. Fait que, à un moment donné, à son âge, au même âge, on avait 10 ans de différence, je fais plus d'argent que lui au même âge aujourd'hui. Mais ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Oui, c'est juste pour vous montrer. Puis c'est pas une question d'argent, c'est une question de courage. Et je suis encore aux études. Je suis en sciences biomédicales, en essai de faire un doctorat. J'ai bien d'autres choses à faire. Vous comprenez? Mais ça m'aide parce que pendant la pandémie, pour revenir avec la pandémie, les gens, on a vendu 2,6 millions de bouteilles en une année avec Bu, juste au Québec. Je suis 7e au Canada sans être capable de sortir au Canada parce que je fournis pas assez. Tu sais, c'est fou. Mais par contre, moi, les gens, ça, je les ai au cœur de ce que je fais. Tu sais, le vin, c'est un prétexte pour l'humain. Fait qu'ils m'écrivent puis ils me demandent, je suis alcoolique, je les ai pas les réponses. Fait que quand t'as pas les réponses, mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez les chercher. Alors, je pense que prise de risque, se discipliner, puis regarder des mentors humains, hommes-femmes, qu'est-ce que ça vous prend pour aller chercher cet argent-là? Point. Merci. Oui, c'est très, très bien dit. Je rebondis là-dessus parce que tu parlais de freins. José. Tu parlais de freins, c'est ça, mais il y a moyen de les contourner. C'est ça, il y avait des freins. Le manque de temps, être tombé enceinte, c'est ça, tu sais, divorcer, pousser, c'est un frein, mais on peut les contourner. Et donc, je me dis, donc, je me retourne vers José. Effectivement, vous les formez, vous les accompagnez. Quel genre de mentorat, d'enseignement, qu'est-ce que vous leur apportez, justement, pour qu'elles puissent contourner ces freins qu'on semble identifier, qui semblent peut-être être plus courants chez les femmes? Qu'est-ce que vous amenez comme enseignement? Bien, je dirais, une des choses, souvent, qui a beaucoup de succès, c'est de d'amener d'autres entrepreneurs qui partagent leur expérience, parce que ça leur montre qu'il y a différents modèles, qu'il y a différentes façons de faire les choses, qu'il n'y a pas une seule recette, puis, tout le monde peut le faire. Et des entrepreneurs
entrepreneurs qui sont mamans, d'autres qui ne le sont pas. On fait aussi beaucoup de groupes de co-développement, des séances de peer-to-peer pour qu'entre elles partagent leur expérience, ce qu'elles vivent, leurs craintes, leurs succès. Mais ça se fait entre elles. Comme ça, donc, souvent, en fait, elles peuvent... moi, ce que je vois, c'est qu'on peut penser qu'on est seul à avoir une crainte ou que quelque chose qu'on voit comme une montagne, de savoir qu'il y en a d'autres aussi qui voient cette même montagne-là, c'est rassurant, puis ça facilite le passage à l'action aussi. Puis évidemment, on amène beaucoup de nos coachs. Nous, on a au-dessus de 350 coachs bénévoles, des experts de tout le monde des affaires montréalais, aussi bien des entrepreneurs que des avocats, des financiers, bref, différents domaines qui viennent leur donner des conseils aussi. Est-ce qu'il existerait alors un profil type d'un bon mentor, d'un bon coach? Est-ce qu'il y aurait un bon profil d'un mentor ou d'un coach pour une femme ou c'est plutôt on mentor un entrepreneur, une entrepreneur de la même façon? Je pense qu'on mentor de la même façon. Il faut juste qu'il y ait un lien qui se crée entre l'entrepreneur puis le mentor. Il faut qu'il y ait un fit. Puis une fois que le fit est là, Et se retrouver peut-être entre femmes dans une cohorte permet de faciliter justement cet espace où on se sent plus en sécurité pour juste débloquer le frein. Ça serait de se retrouver. Je pense que oui, moi, c'est ce que je constate, que souvent, et ce que j'ai entendu, c'est que, par exemple, dans d'autres programmes où c'est mixte, elles se retrouvent pas nécessairement dans les motivations, par exemple. Elles sont souvent une ou deux femmes sur une cohorte de 15-20 entrepreneurs, puis elles se retrouvent moins avec ce qui est dit ou ce qui est véhiculé par les hommes de la cohorte, puis de se retrouver entre femmes, je crois qu'elles se sentent plus à l'aise. Je peux me tromper, mais c'est ce que je constate, là. OK, mais donc augmenter un peu ces lieux-là où peut-être les femmes se retrouveraient ou se sentir en tout cas plus écoutées ou se sentir bien. Isabelle, est-ce que tu dans ton parcours, tu sens ça? Est-ce que tu es entourée de femmes qui t'ont aidé ou... Mon parcours qui a commencé à l'ITHQ, côté mentorat, avec des professeurs, avec le bureau des diplômés, ça a été un mix homme-femme, ici aussi au MTLab, puis par la suite, j'ai fait un autre incubateur. Je pense pas que... J'ai pas eu plus de femmes que d'hommes, puis ceux qui ont eu le plus grand impact sur moi, c'est des hommes, comprendre la valeur de l'argent puis l'importance si on veut avoir un plus grand impact. Parce qu'au début, moi, c'était la cause. Je veux faire partie de la solution puis je veux aider l'industrie. Mais ça te prend des fonds là, pour payer les ressources. Ça vient vite, là, les DAS puis ces affaires-là. Donc, c'est vraiment des hommes qui m'ont inculqué cette mentalité-là dans la dernière année. J'ai des coachs en ce moment que ça va faire 2 ans là, qui me suivent, qui sont encore là, sont en train de nous aider dans la fusion. J'ai une femme aussi qui aide plutôt au niveau marketing mais au niveau vraiment de leadership organisationnel, décision entrepreneuriale, le fait de prendre soin de moi, puis prendre le temps qui est très important, puis qui a un impact sur l'entreprise, c'est des hommes qui me l'ont apprise. Oh, intéressant. Homme qui t'amène la notion de l'argent, peut-on, parce qu'on parle de freins, comment les contourner, que ce soit un homme qui l'a apporté, est-ce que c'est circonstanciel? Mais je retiens la notion de l'argent, parce que c'est ça qui débloque. Une fois que tu as l'argent, ta cause, tu l'amènes quelque part. Donc, être au contact de ces notions d'argent, de ne pas avoir peur, peut-être d'en parler. Est-ce qu'il y aurait une sensibilité par rapport à ça? Je tout de suite, parce que c'est pas juste l'argent. Tu peux avoir tout l'argent du monde pour la flober vraiment vite, là. Hein? Fait que, je sais pas. Avez-vous lu Rich Dad, Poor Dad? C'est bon. Moi, je l'ai pas lu au début. Ça m'a pris du temps parce que je trouvais que ça s'adressait pas à moi. Tu comprends? Et c'est excellent. Fait que tu peux faire du cash sans fin, mais si tu n'apprends pas à le gérer, c'est une chose. Mais j'ai le goût de puncher une autre chose, la gestion des émotions. Si moi, j'ai un frein avec une équipe, moi, j'ai une compagnie aérienne, je n'ai aucun employé. Je n'en veux pas. Je veux partager la tarte avec des gens qui, comme moi, prennent un risque. Parce qu'ils ont un mindset différent. Ils comprennent ce que je fais. Et les 3 lettres que j'ai eues, DAS, tu sais, c'est que tu gères des risques, tu gères du cash flow, tu gères... Fait que tu as une mentalité quand tu es employé. Moi, j'étais employé, mais j'étais intrapreneur. Quand j'étais à la SAQ, je pensais comme un entrepreneur. Fait que c'est pas d'être employé la problématique, c'est comment tu penses. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Et j'ai le goût de dire la grande différence homme-femme, et c'est rare que j'en fais une, c'est la gestion des émotions. Je me fais toujours dire, Jess, t'as pas d'émotions. Hey, on est en affaires. Je suis une psychosociologue de formation. J'ai beaucoup d'émotions, j'ai beaucoup d'empathie, mais c'est pas là. Tu comprends? Là, on parle de faits.
puis on veut aller de l'avant dans l'action. Fait que je peux entendre, mais moi, là, des gnagnans, puis des ci, puis des ça, j'ai aucun gars qui m'a fait ce speech-là. Et des filles, la liste est très longue. Fait que si j'ai quelque chose à dire, c'est d'apprendre à se faire confiance, gérer vos émotions, engager des professionnels, parlez-en avec des pros. Puis quand vous êtes en affaires avec votre chum, avec des gens proches de vous autres, j'ai plein d'émotions, moi aussi. Tu sais, si je commence à pleurer ici sur le banc, là, ça va-tu vous aider? Non. Fait que pensez beaucoup à ça. Et la gestion des émotions, elles existent. On ne parle pas de les éliminer. Elles existent toujours. Tu les exprimes où, alors? Dans quel cercle? Je les exprime en tout le temps. C'est juste parce que, est-ce que vous avez déjà eu un meeting avec un gars? Puis j'en ai plein d'hommes qui viennent chez nous pleurer. Plein. À titre d'amis. J'ai plein d'amis gars. Fait que c'est pas de ne pas avoir des émotions, c'est savoir quand et pourquoi. Les gérer. C'est la gestion des émotions. Voilà. On a commencé par la gestion, effectivement, de l'argent, gestion du risque, gestion des émotions, ça vient avec, effectivement. Par gestion de l'argent, tu me dis qu'au fond, tu l'as appris, tu aurais voulu l'apprendre plus tôt. Gestion du risque, est-ce que vous l'enseignez, la gestion du risque, ou c'est la prise de risque plutôt? Est-ce que les femmes, dans vos cohortes, il y a un enjeu de ce côté-là? Bien, je dirais qu'on n'aborde peut-être pas la gestion du risque en soi, mais on a beaucoup d'ateliers pour le développement humain aussi. Donc, vaincre le syndrome de l'imposteur, la gestion du stress, donc différents, le leadership aussi, parce que le développement personnel est aussi important que le développement de son entreprise. Donc on a, je veux dire, ça fait partie des différents thèmes qu'on retrouve dans ces ateliers-là, mais on n'en a pas un spécifique sur la gestion du risque. C'est comme transversal, j'imagine que c'est à travers ça. Ouais. Gestion d'émotions, j'aime bien, parce que ça, c'est plutôt, c'est rare qu'on va faire une formation sur la gestion d'émotions. Je pense que c'est quelque chose qu'on se transmet en discutant, en ayant des lieux comme ici pour en parler. Puis j'imagine qu'après, au 5 à 7, on va continuer à en parler. Parler de nos émotions, mais c'est vrai que je crois qu'on a un endroit pour en parler. Là, je cherche à savoir quel genre de conseils que vous pouvez donner à des entrepreneurs ici, bien formés ou en débutant. Quel genre de conseils que vous pouvez leur lancer pour démarrer? Est-ce que ce serait qu'est-ce que serait le premier pas? D'apprendre l'argent, d'apprendre l'émotion, d'avoir un plan d'affaires? Par où on devrait commencer? Ce serait quoi vos conseils? Commences-tu par Josée? Moi, je dirais oser. Oui, c'est ça. Tout simplement, oser. Oser se lancer, oser aller cogner à des portes, oser bien s'entourer aussi, parce que on n'a pas il y a personne qui a les réponses à tout. Fait que aller chercher ce qu'il faut pour avoir les bonnes réponses, les bonnes ressources, les outils. Tu parlais de syndrome de l'imposteur, qui en fait est un mauvais terme à mon avis. C'est plutôt un syndrome de perfectionnisme. C'est comme on veut trop bien faire, donc on attend, puis on n'est jamais vraiment aussi bon que ce qu'on pense qu'on est. Oser voudrait donc dire briser ce syndrome de perfectionniste. Et je crois aussi que c'est dans le monde des startups, c'est ça. Il faut commencer par des petits projets rapidement et évoluer, parce que si tu attends d'être prêt, le marché va être déjà rendu ailleurs. Isabelle, ton conseil? Foncer. Foncer, oser. Oser, foncer. En fait, comme je disais tantôt, c'est un projet scolaire là, qui m'a emmené là. Quand je suis rentrée au MT Lab, j'ai un peu triché, là. J'avais pas de prototype terminé, fait, comme c'était censé, mais ça s'est fait dans la même année. Mais j'ai pas attendu d'avoir quelque chose de parfait. On est allé, on a foncé. On a eu une opportunité, on a eu des gens qui ont cru en nous, on s'est entouré, ne pas avoir peur de demander de l'aide. Il y a tellement de monde qui sont prêts à nous aider, autant dans notre parcours scolaire que dans l'écosystème entrepreneurial. J'ai beaucoup d'aide du MT Lab, j'ai beaucoup d'aide du DEL de Longueuil aussi, parce que j'ai fait le parcours là-bas. Mais dès qu'on demande de l'aide, puis qu'on est transparent, qu'on a de l'humilité aussi, de sont où nos faiblesses, puis où est-ce qu'on a besoin d'aide, il y a tellement de monde qui lève la main, là, c'est incroyable. Fait qu'il faut juste foncer puis demander de l'aide, puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, là. Oser, foncer, demander de l'aide, effectivement, ça veut dire ne pas rester tout seul. Entourez-vous d'un incubateur, accélérateur, d'amis, de gens de confiance. Effectivement, je pense qu'on parle de confiance, que ce soit des femmes si c'est le cas, ou n'importe qui, mais de gens de confiance. Donc, ne pas rester seul. Foncer, t'es rentré dans ton prototype ici. Dans le monde des startups, on parle de fake it until you make it. D'une certaine manière, tu l'as fait, effectivement. Je viens de l'avouer ce soir, personne ne le savait.
Et pour nous, c'est une caractéristique d'un entrepreneur. Donc voilà, Puis si je peux rajouter aussi, quand on parle de s'entourer, c'est bien beau, mais s'entourer de personnes avec qui il y a un fit puis qui a un complément de où sont nos faiblesses. Si on sait que nos faiblesses sont en finance, ben aller chercher une complémentarité à ce niveau-là. Je pense que c'est important aussi de faire la différence entre s'entourer de n'importe qui puis s'entourer de quelqu'un qui peut nous emmener plus loin, là. Je pense. C'est pas facile ça, de trouver ses propres faiblesses puis de l'avouer, de trouver quelqu'un. C'est plus facile pour les femmes, non? Non. De l'avouer, peut-être. Ah, peut-être. Je suis pas sûr que les hommes, c'est plus facile. Je pense pas. Moi, je dirais c'est d'apprendre à se gérer. On va faire un petit jeu là, vite. Là. C'est qui gère des humains parmi vous? Y en a-tu qui gèrent des humains? À la maison ou à la job? Hein? Qui gère des budgets? On gère tous des budgets. Avez-vous appris ça à l'école? Gérer des humains, RH, y a-tu eu des cours de RH? Oui. Y a-tu eu des cours un peu de finance, comptabilité? Oui. Qui a appris à se gérer? Tu sais, je suis pas sûre, c'est pas tout le monde. Tu sais, quand je donne des conférences, c'est pas tout le monde qui lève sa main. Tu sais, si le temps, c'est de l'argent, il faut savoir gérer son temps. Tu le mets où, tu le mets comment, puis pourquoi tu fais ça. Tu sais, le qui, quand, où, quand, comment, là, j'ai peut-être skippé des qui, quand, où, là, mais vous comprenez, c'est de se demander pourquoi on fait ça, puis pour qui on fait ça. Tu peux avoir une méga job, tu sais, puis être malheureuse, te lever le matin, puis avoir besoin de 3-4 pilules pour passer ta journée. Le why. Le why. Regardez le why est très important. Fait que moi, j'ai plus le goût de vous dire, apprenez à vous connaître, apprenez à gérer votre temps. Si le temps, c'est de l'argent, la richesse, c'est d'être capable de faire ce que vous avez envie de faire, autant professionnel que personnel. Fait que tu utilises ta tête, ton cœur, ton corps, puis il faut que ce soit aligné vers vos objectifs. Pas sûr que, tu sais, on fait souvent ça pour aller un petit peu plus loin que nos grands-parents puis nos parents, fait que général, tu sais, mais de se reposer la question, je fais ça pour qui? Puis je fais ça pourquoi? Des vraies questions, là. Bien, ça vous amène, des fois, complètement ailleurs. C'est ça qui est le fun. Vous le sentez quand vous êtes à la bonne place. T'sais. Trop souvent, l'espèce de rat là, ou de souris, là, je sais pas comment on l'appelle, hamster, un rat, ça. Mais moi, c'est mon meilleur ami, tu comprends? Parce que s'il spin, ben, je me lève. C'est pas vrai. Hein? Moi, j'ai toujours inversé. Je me dis que rien ne se perd, rien ne se crée. Je suis pas capable de passer ma vie sans dormir. Vous êtes d'accord? Fait que levez-vous donc. Vous avez quelque chose en tête? Sortez-le. Apprenez à gérer votre hamster. Il est plus cute, le hamster. Puis c'est comme ça. Quand tu apprends à gérer, ben, tu peux bien gérer ton budget, tu peux gérer tes émotions, tu peux mieux gérer les échecs. Tu sais? Fait que je pense que c'est ça, se gérer. Se gérer, oser, foncer. 3 beaux mots, trop bonnes idées. Peut-être rire. Ah oui, j'aime ça. Hein? Les gars, ils font des voyages de golf, ils se priorisent plein d'affaires entre boys. Moi, il n'y a pas une fille qui m'a amené là encore. Ça vous tente-tu? J'ai hâte, moi. Tu comprends? Ils amènent plein de vin, ils font du fun. Moi, j'ai hâte à ça. Ben, au fond, tu es invité ce soir. Ben, je trouve ça génial. C'est justement... Mais ça serait encore plus le fun si on s'en va pêcher ou si on s'en... Non? J'aimerais ça, moi. Fait qu'on s'en va vers ça. Bien, merci beaucoup. Maintenant, je me retourne vers vous. Peut-être que vous avez des questions. On va profiter de nos panélistes pour, si vous avez des questions, profitez-en. Hein? Ben, juste derrière vous. Allô? Je me demandais au niveau du mentorat, est-ce que ça nous prend absolument à un certain point quelqu'un dans notre domaine? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est sûr que quelqu'un qui a une connaissance du milieu ou de la réalité, c'est important. Mais après, on peut trouver des inspirations, même si c'est pas quelqu'un qui est dans le même domaine que toi, je pense, parce que être un entrepreneur, je dirais, moi je le suis pas, mais je le vois comme une vocation. Puis je pense que ça demande beaucoup d'investissement. Puis je pense que de comprendre la réalité d'un entrepreneur pour pouvoir conseiller un autre, c'est super important. Moins important de connaître l'industrie ou le produit que tu fais. Si moi je peux y aller, en fait j'ai beaucoup de mentors puis de coachs dans les 3 dernières années là, puis ça finira pas demain matin là. Je pense que c'est un processus vraiment long terme, autant sur moi la personne en tant que leader, puis autant la croissance de l'entreprise. Puis j'ai du monde qui m'accompagne, qui sont dans l'industrie touristique, puis j'ai du monde qui sont hors de l'industrie touristique, puis chacun m'apporte quelque chose. Puis je pense que c'est l'importance d'aller chercher aussi les forces dans d'autres secteurs, parce que je sais pas, il y a un dire, peut-être que tu le connais, là, de s'inspirer des autres industries aussi, ça peut être super bon, puis ils ont un knowledge que tu n'as peut-être pas
dans l'industrie où tu es. Moi, je pense que c'est bon d'avoir de tout. Là. C'est pas juste une inspiration, c'est ce qu'on fait au MT Lab. On amène des gens de d'autres industries dans le monde du tourisme. Donc, on comprend très, très bien ça. Il y avait une main ici, madame. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question. On entend souvent parler du leadership qui est féminin et masculin. Je voulais vous poser est-ce que c'est vrai? Et si oui, quelles sont les différences qui ont été highlightées, par exemple? OK, j'y vais. Ben, par expérience, moi, à l'école, j'ai eu beaucoup de cours de formation sur le leadership. Je pense que chaque personne a son propre leadership. C'est de le trouver, de le définir, puis de voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer, puis l'adapter aussi au contexte, puis avec les gens avec qui on travaille. J'ai pas la recette magique. J'aurais aimé ça, moi, commencer en entrepreneuriat, puis avoir un mode d'emploi là, qui t'expliquait tout ce que tu devrais savoir avant que tu te mettes les pieds dedans. Ça aurait été beaucoup plus facile, mais c'est une belle expérience. Sinon, pour le leadership homme, je pense que je sais pas comment l'exprimer, mais je pense que c'est inné, c'est juste de découvrir où ta force de leadership, de quelle façon l'exprimer pour qu'il soit le plus positif possible pour les gens autour de toi, que tu sois un homme ou une femme. Pour moi, ça n'a pas de différence. Là. Mais ça, c'est moi. C'est très bien dit. Je trouve que tu l'as ou tu l'as pas. L'inverse. Tu sais, quand tu es leader, tu peux pas t'empêcher de penser. En fait, leader, c'est un beau grand mot, mais c'est dur. C'est toi qui as la vision. Puis tu as différents types de leadership. Il y a un livre que j'ai lu justement au MBA qui était super. L'artiste, l'artisan et le technocrate. Il y en a-tu qui ont lu ça? Hein? Mais si vous l'avez pas lu, ça, c'est top of the list. C'est plate un peu peut-être, là. Mettez ça dans votre auto. Moi, j'ai vraiment aimé ça. L'artiste voit. Je peux pas vous demander de me recréer ce que je vois dans ma tête. J'ai une vision. Fait qu'il y en a très peu qui vont suivre la vision. Tu comprends? Hey, wow, j'ai vu un alien. Tu comprends? Tant que tu l'as pas vu, tu y crois pas vraiment. Comprenez? Fait que jusqu'à temps que tu le rends créatif et que tu le mets en action, donc il devient réel. Après ça, il y a quelqu'un qui le voit et dit « Hey, moi, je suis capable de refaire ça ou de le maintenir. » C'est l'artisan. Puis l'artisan, il a des bonnes valeurs, il est là, homme ou femme. OK? Fait que toujours dans le leadership parce qu'il peut prendre le contrôle de l'entreprise. Puis après, tu as un ou une qui vient détruire tout ça. Et ça s'appelle la vie. Fait qu'après ça, il faut recommencer. OK? Fait qu'il faut que tu le planifies, ça, ce technocrate-là qui vient péter la patente. Fait que pour répondre, homme ou femme, tu sais, moi, je connais des hommes qui sont plus féminins, femmes, fait que humain, leader. Est-ce que tu es un leader né? Tu sais, moi, tout petite, j'avais ça en moi. Là, j'avais le feu, puis je vendais dans la rue. C'était plus fort que moi. Là. Des idées, j'en avais à pelleter, puis j'aimais négocier. Tu sais. Mais je venais d'une famille d'entrepreneurs. Donc, si on l'apprend sur le tard, il y a des, comme Startup Montréal, il y a vraiment des, tu sais, ici, où vous pouvez apprendre, puis après ça, vous entourer. Ça répond aussi à la question du mentorat. En fait, c'est qui t'inspire, puis tu t'en vas directement à cette personne-là. Puis après ça, une fois que tu reçois, qu'est-ce qu'on fait? On redonne. C'est ça. Puis si je peux rajouter une dernière chose, en fait, si vous voulez partir en affaires, il y a plein de programmes là, comme avec Startup Montréal, il y en a avec MT Lab, il y a une panoplie selon dans quel secteur vous vous trouvez. Je sais regarder dans Google, mais quand on rentre dans un programme, il y a aussi des accès à des subventions pour nous aider à développer nos compétences. Fait qu'il peut y avoir des formations au niveau leadership qui existent, qui sont super intéressantes. Là. Il y a une question ici. Merci beaucoup. Alors bonjour, je suis dans le domaine de l'éducation et dans le fond, je voulais savoir qu'est-ce qui peut créer l'étincelle ou comment on peut mettre en place une culture de l'innovation, une culture qui permet d'encourager les jeunes filles, donc par exemple les adolescentes, à découvrir leurs talents, leurs compétences, à les favoriser dans le fond, à les amener vers l'entrepreneuriat, même si c'est pas une carrière, mais juste de dire, ben je me lance, j'essaye, j'ose, puis je développe finalement peut-être de l'intrapreneuriat dans une entreprise futur ou du moins de développer des compétences pour la vie qui viennent de finalement de l'apprentissage par l'action puis d'entreprendre des projets. Vous êtes au secondaire? Oui, dans tous les milieux d'éducation, mais bonne question. Disons principalement pour le secondaire. Ben, moi, je dirais qu'il existe déjà des regroupements comme les Filles et le Code ou autres qui commencent très jeunes à inculquer un peu plus ces valeurs-là aux jeunes filles. Je pense qu'il en manque énormément, par contre. Encore une fois, tantôt, je parlais des entrepreneurs qu'on invite à venir parler. Je pense que d'avoir des modèles parce
moi, quand j'étais au secondaire, l'entrepreneuriat, c'était pas une option. Je savais même pas que ça existait. Donc, c'est pas quelque chose que j'envisageais. J'allais être, je sais pas moi, avocate, médecin, infirmière, peu importe, mais entrepreneur, ça faisait pas partie de la liste de choix. Fait que je crois qu'il faudrait aller un peu plus effectivement dans les écoles pour travailler avec les orienteurs, puis donner des ateliers pour présenter l'entrepreneuriat, mais aussi bien aux garçons qu'aux filles, là. Mais je pense que ça pourrait être une piste de solution. Ouais, tu veux y aller? Ben juste rapidement, là, 100% d'accord avec ce qu'elle dit. Inviter des conférencières ou du monde qui sont du milieu, de la relève ou tout ça, qui le vivent, puis qui peuvent partager ce qu'ils vivent, puis le côté positif, autant que, bon, faites attention à ça, puis de soutenir ce mouvement-là. Mais défi aux entreprendre, il y a un volet école pour des projets scolaires en entrepreneuriat qui sont super intéressants, puis ça peut vraiment motiver, si vous commencez à faire ça chaque année, ça peut motiver les étudiants là à se lancer. Moi, je pense des scénarios. Moi, j'ai une fille de 14 ans, puis je l'écoute, donc beaucoup d'écoute, mais en même temps, péter la bulle de la licorne, là. Je suis allée au Jeunesse Entrepreneuriat, je sais pas comment ça s'appelle, pour les enfants, là, les jeunes. À part des bougies puis des savons, j'ai pas vu grand-chose. Puis quand je leur ai demandé pourquoi vous leur donnez pas des fonds pour des vrais projets, ils m'ont dit, ben non, c'est important qu'ils apprennent. Ils vont apprendre quoi? Que mettre plein d'efforts, ça fait pas une scène? Ça n'a pas de bon sens. Fait que ça, je suis partie de là en furie. Parce que je trouve ça niaiseux. On l'a fait. Moi, j'apprends de ma mère qui a passé à la dure. Ma grand-mère qui a eu son permis à 56 ans de conduite. Après ça, de ma mère qui a fait beaucoup d'erreurs, mais qui m'aide à ne pas faire les mêmes erreurs. Puis moi, pourquoi je suis ici ce soir? Pas parce que je suis meilleure que personne. J'ai eu une bonne éducation. Fait que c'est dans mon devoir de redonner, tout simplement. Fait que s'il y a peut-être de quoi ce soir qui vous amène plus loin. Fait que tu sais, moi, je pense que ma fille, ce que j'y ai montré, j'ai dit, regarde, là, le salaire va monter à 15 et quelque chose, 15 et 50. T'as comment de temps avec ton école? Tu sais, fait que si le temps, c'est de l'argent, 15 à 10 heures, tu vas faire 150 $, mettons. Je dis n'importe quoi, là. OK? Qu'est-ce que tu peux faire que t'aimes et que t'es bonne? Mais elle a trouvé qu'elle était bonne en graphisme. Fait que finalement, on va y trouver des moi, je suis prête, j'ai dit, garde, maman, elle investit 1500, son projet, il coûte 3000. Je mets 1500, ton père 1500. J'ai dit, tu vas avoir un gain. OK? Si elle fait une boutique en ligne et tout ça. Fait que j'ai dit, si ton gain, tu fais 6000, c'est quoi la première chose que tu fais? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle m'a dit? Elle dit, je te donne un 3000, je reprends l'autre 3000 puis je me rachète une batch. She's in. Fait que c'est parce qu'on a fait des calculs puis on a pété la bulle de la licorne. Ça, c'est très important. À coup de savon, là, tu vas pas loin, là. Et effectivement, on entreprend pour de l'argent. C'est pas un mauvais motif, mais l'argent étant un moyen pour atteindre sa cause ou son but ou son... Donc, au fond, moi, j'entends qu'au fond, il y a des ressources ou des gens extérieurs qui sont prêts à donner du temps, des ressources ou des coachs qui existent, effectivement, les faire venir. J'imagine que c'est déjà des idées que vous avez déjà eues, mais c'est ce genre d'action, à mon avis, puisque ça, peut-être pas aussi nombreux que qu'on le souhaiterait, mais ces ressources existent à l'extérieur. Et des amis à l'école, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Puis du monde comme vous qui fait rentrer ces chevals de Troie, là, parce que des fois à l'école, on pense pas. Fait que moi aussi, j'ai pas été, on m'a pas enseigné l'entrepreneuriat. Là. Donc, avoir des chevals de Troie comme vous qui fait rentrer l'entrepreneuriat, ben voilà, je pense que c'est moi aussi, j'aurais aimé ça avoir cette opportunité-là quand j'étais plus jeune. Ouais. Est-ce qu'on arrive à la fin? Pas mal. Une dernière question, madame? Merci. Alors, je vous donne juste une petite anecdote. Moi, j'ai acheté mon entreprise quand j'étais enceinte de ma fille. Le jour de mon accouchement, c'est la journée que j'ai signé toute la paperasse, justement. Bon maman! Bravo! Yeah. Fait que, et c'est quelque chose qui a été très demandant en termes de mon temps, de mon énergie pour investir non seulement dans l'entreprise, mais pour ma fille aussi. Et j'ai dû prendre un peu de recul justement parce que je voulais pas manquer ces moments importants de sa vie. Alors moi, ce que je voulais savoir, j'imagine que vous êtes des parents, vous aussi. Donc, comment est-ce que vous avez géré comme l'équilibre entre votre entreprise et vos enfants? Parce qu'on sait que souvent le fardeau, même si le père est souvent impliqué, mais que ça tombe souvent sur la mère de s'impliquer beaucoup plus avec son enfant. Alors, j'aimerais savoir comment vous avez géré ça. T'as-tu un enfant? Non, vas-y, mais après ça... je suis seule à avoir un enfant, on va en parler. Je pense que Miss Holland, elle pourrait... elle m'a épatée pendant la cohorte. Elle avait son bébé dans les mains pendant qu'elle faisait le programme d'incubation. Fait que, chapeau.
un autre dans le domaine. Ça veut dire que j'ai survécu et que c'est pas si bien que ça t'arrive. Tu trouves une façon de t'adapter et juste accepter que tu fais ton mieux avec ton temps que tu as et il faut que tu sois fier de ça. Fais ton maximum et Félicitations. Bravo. Jessica, tu voulais rajouter un point? Oui, certainement, parce que je coach hommes et femmes dans des grandes entreprises, puis c'est toujours la même question. Les femmes me disent, oui, mais je suis mère monoparentale. J'ai dit, tu t'es séparée d'une autre mère? Le père aussi, père monoparental, je l'entends pas, ça. Donc, premièrement, de se dévictimiser, première des choses. Deuxièmement, on peut pas tout faire en même temps. Ça, c'est ma grand-mère qui me disait ça. Je disais, ouf, j'ai pris du poids, elle me faisait... Tu sais, tu as fait des choix. Dire oui à quelque chose, c'est dire non à quelque chose d'autre. Puis après ça, tu sais, je vous parle beaucoup d'argent, mais moi, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Je me suis mis combien d'argent que ça me prend dans la vie pour être bien, pour avoir quoi? Du temps. Fait que je gère ma vie personnelle comme une business. Fait que je me calcule comment je peux faire de l'heure. Fait que j'engage une femme de ménage ou un homme de ménage. Parce que j'ai déjà eu ça aussi. Un humain de ménage. OK? Tu comprends? Puis après ça, j'ai besoin d'un handyman. Tu sais? J'ai pas un chum qui me sort mes poubelles. Je suis capable de sortir mes poubelles. Tu comprends? Puis après ça, mais tout ce que vous dites, mais faut être capable. La liberté, c'est de s'autonomiser. Si tu peux pas tout faire en même temps, ça veut dire il y a un mot avec un D. Déléguer. Déléguer autant dans votre famille, puis je parle autant aux boys qu'aux filles, parce que les hommes, eux autres, on parle d'éducation, mais eux autres, c'est la loyauté, il faut qu'ils soient là. Souvent, ils ont le goût de partir, mais ils restent. On reste pour la famille. Oui, mais tu fais plein de niaiseries on the side. Va-t'en. L'authenticité, dans le fond. Fait que gérer ta famille, ta vie, comme une entreprise. Fait que les places manquantes où on a de la difficulté, ma coach, moi, elle m'a dessiné un papier en 4. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, ça. Ce que vous aimez, mais qui ne rapporte pas $1, okay? Qui ne rapporte pas d'argent, ce que vous aimez qui rapporte du cash. Ce que vous n'aimez pas, puis qui ne rapporte pas, puis ce que vous aimez qui rapporte. Faites la liste. Puis ce que vous n'aimez pas, qui ne rapporte pas, c'est ça que vous déléguez. Point. Je le fais à chaque année. Puis je le fais aussi avec, c'est pas mes employés, mais avec les consultants qui travaillent avec moi. Puis ça l'aide d'aller chercher dans leurs skills. C'est très important. Et malheureusement, puis je finis là-dessus, autant dans votre vie de famille que dans votre vie professionnelle, il y a un livre qui s'appelle, je suis un rat de bibliothèque, mais Sapiens. L'avez-vous lu? C'est formidable, c'est l'humain. J'aime beaucoup l'humain. Hein? Mais dans Sapiens, ça parle après ça d'Homo Deus, le futur. On vivait, liberté 55, 65, j'ai pas trop, là. On était libre, ça veut dire qu'on n'était pas libre avant. Ça, c'est la première des choses. Puis là, je suis désolée de vous le dire, mais vous allez peut-être mourir bien tard. Fait que ça veut dire qu'il va en avoir du monde dans votre vie. Fait qu'au lieu d'être un film, votre vie, avec les mêmes acteurs, ça se peut que ce soit une mini-série avec du monde différent. Ça veut dire de dire non. Ça veut dire d'avoir des deuils, mais ça veut dire des nouveautés. Fait que gérer votre vie comme une entreprise personnelle, puis ça va super bien aller. Merci beaucoup, Jessica. Il faut dire oui, il faut dire non, il faut savoir gérer. Il faut que je dise. Il faut que je dise maintenant qu'on arrive au bout. On est arrivé au bout, mais on va dire oui au cocktail qui va commencer. Donc, on y gagne quand même. Alors, je voudrais vous remercier, merci Jessica, José, Isabelle, Leslie. Et juste avant qu'on continue, le dernier mot, le mot de la fête, je vais le laisser à Vincent qui va juste vous parler en quelques secondes des programmes du MTLab auxquels vous pouvez participer. Ben oui, moi je suis là pour la plug à la fin, c'est fantastique. Donc moi c'est Vincent, je suis le directeur des programmes d'entrepreneuriat au MTLab et puis on a plusieurs programmes qui s'en viennent bientôt. Donc on a le programme Croissance, le deadline c'est le 22 janvier, donc ce dimanche. Il vous reste pas beaucoup de temps pour appliquer, mais si vous avez des projets d'entrepreneuriat où vous avez besoin d'un coup de pouce pour un projet de croissance, on regarde avec vous vos plans de projet, puis on trouve ensemble des façons d'aller les réaliser. Puis on a aussi une enveloppe de 35 000 $ qui vient avec ça. Également, on a aussi le programme Incubation qui est à sa cohorte 7. Donc, si ça vous intéresse de venir travailler avec nous, on a des ateliers, on vous invite à des événements, il y a toutes sortes de différents perks à venir avec nous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, n'hésitez pas à venir voir notre site web. C'est sûr que nous, on veut le plus d'entrepreneuriat féminin qu'on peut dans les programmes, donc n'hésitez pas à me poser des questions.
Le programme, le deadline, c'est le 19 février. Donc, vous avez encore le temps d'appliquer. Merci beaucoup. Je vais donc conclure pour préciser, puisqu'on est un incubateur accélérateur, souvent on n'emploie pas ce mot-là. On parle de programme. C'est des mots que vous entendez dans les autres incubateurs, mais on ne ressemble pas aux autres. On n'est pas là pour vous former, pour dire OK, on va vous faire un plan d'affaires et tout. Ça s'apprend ailleurs, ça s'apprend par des coachs. Il y a d'autres incubateurs qui le font très, très, très bien. Mais nous, ce qu'on fait, c'est justement, on vous introduit, on vous fait croître en tourisme, culture et divertissement. Et donc, c'est du maillage, des rencontres de nos partenaires, comprendre les problématiques. Et c'est là-dessus qu'on focus. Puis oui, un tout petit peu sur le modèle d'affaires pour être sûr que ça correspond à notre domaine. Mais notre rôle, nous, c'est comme un peu complémentaire à ce que vous avez peut-être vu ailleurs. Alors, on vous invite à découvrir le MT Lab parce que le MT Lab, c'est chez vous. Alors, bienvenue chez vous. Bonne soirée tout le monde. Bravo!